Semaine, on a le plaisir de recevoir une personnalité qui nous inspire sur Internet pour nous parler de son rapport à la politique. Cette semaine, nous recevons la développeuse du dimanche, Lola. Salut Lola. Salut. Comment tu vas? Bah ça va très bien et toi? Ça roule, très content de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être là. Écoute, je t'en prie, ça fait un bout d'année qu'on se connaît maintenant, on s'est croisés à des événements. Oui. Parce que donc toi, tu es vidéaste, tu es surtout game designeuse. Ton métier, c'est de fabriquer des jeux vidéo. Et tu en parles sur une chaîne YouTube depuis des années où tu expliques comment on fabrique des jeux vidéo, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai vraiment commencé le jeu vidéo et le game design avant YouTube, bien avant. Et comme tu dis, je suis game designeuse. Donc pour les gens qui connaissent pas forcément les différents métiers du jeu vidéo, le game designer, ça va être la personne qui va concevoir le jeu. Ça va être les règles du jeu, les différents systèmes et mécaniques, vraiment sur le papier. C'est pas forcément la personne qui va coder ou faire les graphismes, comme on dit. Donc voilà, moi je suis vraiment dans ce travail de conception que je fais depuis un petit bout de temps maintenant. Et donc tu conçois tes propres jeux, t'en as déjà sorti plusieurs, je crois. Oui, alors j'en ai sorti quelques-uns quand je travaillais vraiment dans des studios. Ouais. Et c'est vrai que j'ai une activité indépendante depuis quelques années maintenant. Et j'ai par exemple sorti un jeu qui s'appelle Puppy Cross pour les gens qui aiment les puzzles et les petits chiens. Voilà. C'est une, sans mauvais jeu de mots, c'est une niche très précise. Moi, j'étais obligée de la faire. Mais oui, voilà, c'est ça. J'ai fait un petit peu de tout en studio, chez moi. C'est pour toucher un petit peu à tout, quoi. Et tu continues à bosser sur des projets de jeux sur lesquels tu travailles actuellement? Oui, là en ce moment je travaille sur un projet de jeu en indépendante qui s'appelle Opportunity, qui est un jeu dans lequel on incarne le rover Opportunity qui explore Mars, voilà. Et l'idée ça va être d'explorer la planète et de voir un peu tous les secrets qu'elle cache. Écoute, c'est super cool, Lola. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, donc développeuse du dimanche ou dev du dimanche, je sais jamais. Développeuse du dimanche. Développeuse du dimanche, ouais. On abrège ça en dev, mais c'est développeuse du dimanche. C'est ça, c'est trop long. Mais allez voir sa chaîne. Lola, tu connais le principe de l'émission Backseat, on va parler de ton rapport à la politique. Ça t'a fait flipper quand je t'ai invité? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, peut-être une question de légitimité. Ouais. Est-ce que vraiment mon avis sur la politique intéresse quelqu'un? C'est voilà la question que je me suis posée. Mais je suppose que oui, si je suis là, c'est que... c'est parce que moi, ça m'intéresse que tu me parles de ton donc, rapport avec la politique. C'est quoi ton rapport à la politique? Est-ce que la politique a une place dans ta vie ou pas, ou peu? Oui, je pense qu'elle s'impose un peu. Enfin, même si moi, je voulais qu'elle soit pas dans ma vie, la politique, ça touche à tellement de choses de notre vie quotidienne, nos relations humaines, notre travail, ce qu'on achète, ce qu'on peut manger. Donc oui, fatalement, la politique, elle est là tout le temps. Donc oui, elle fait partie de ma vie. Et en tout cas, disons que maintenant, aujourd'hui, j'ai conscience qu'elle fait partie de ma vie, alors que ça n'a pas forcément été toujours le cas. D'accord. Jules? C'est super que tu puisses prendre la parole à ce sujet parce que c'est vrai que quand on est créateur, on n'a pas toujours la confiance, comme tu dis. Et pourtant, je pense que c'est complètement essentiel parce que la politique, c'est l'affaire de tous. Et moi, j'ai une question pour toi qui est liée à une actualité toute récente. Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez forcément vu. On a vu. En fait, son équipe de campagne a créé dans Minecraft un serveur qui est dédié à la campagne d'Emmanuel Macron. Ouais. Et je me suis demandé si tu pensais, toi, en tant que vidéaste, en tant que quelqu'un qui kiffe le jeu vidéo, si c'était bien d'associer politique et jeu vidéo. Ce que tu en pensais éventuellement de ça? Ça dépend ce qu'on entend par politique. Est-ce que c'est vraiment intégrer les candidats et les partis aux jeux vidéo? Ça, j'ai peut-être un avis un peu plus mitigé parce que je trouve que ça fait un peu très gros sabot. C'est regardez les jeunes, le jeu vidéo, on est cool ou on n'est pas cool? Moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise. Alors qu'au final, la politique qui me plaît le plus dans le jeu vidéo, ça va être tout simplement quel thème on va aborder dans un jeu, quel est le message qu'on va tirer à la fin d'un jeu, quelle mécanique on va mettre en place pour amener le joueur à avancer. Par exemple, c'est tout bête, mais dans le jeu vidéo, un des sujets dont on parle beaucoup, c'est la violence. Ouais, et effectivement, la confrontation, c'est un des ressorts les plus utilisés dans le jeu vidéo. L'exploitation de ressources, c'est un des ressorts le plus utilisés dans le jeu vidéo. Mais ça raconte quelque chose. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, je peux exploiter les ressources comme je veux à l'infini pour mon propre profit, pour gagner en expérience, pour gagner en puissance. Et ça, pour moi, c'est déjà quelque chose de politique. Ça témoigne d'une vision du monde, qu'on soit conscient de ça en concevant le jeu ou pas. C'est quand même quelque chose qui va s'inscrire dans la conscience collective, en fait, et qui va marquer le paysage culturel, que ce soit dans le jeu vidéo ou même pour les films. Voilà, c'est assez vaste, quoi.
Il y a quelqu'un qui dit réponse excellente, je suis assez d'accord. Non, mais c'est super intéressant. Ce serveur, effectivement, de campagne, ce serveur Minecraft, je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. Non. T'as pas raté grand-chose, c'est pas méga passionnant. J'adore Minecraft, mais je vais pas m'infliger ça. Non, c'est justement ton côté game designeuse, à mon avis, va en prendre un coup, parce que c'est un serveur où on se balade dans des bâtiments, on croise des PNJ qui peuvent te dire des trucs en lien avec la campagne, mais en fait, ça s'arrête là. Mais pas game designer qui veut. C'est un métier, bordel de l'heure. L'équipe de Jean-Luc Mélenchon a aussi lancé un jeu, l'AEC et toi, l'avenir en commun et toi. Mais donc ça veut dire que c'est peut-être une best practice pour les élections à venir. Et... C'est pas la première fois que des jeux vidéo de campagne. Il y avait Fiscal Combat aussi en 2017 par le même Jean-Luc Mélenchon. Il y avait eu des clins d'œil geek de François Bayrou en 2012 aussi. Je considère la coopole comme un jeu. Pardon, désolé, c'était une vanne que je voulais faire. C'est un truc très interne au PS des années 2010, ça, Malek. Pardon, désolé. Jules. Ouais, mais je sais pas si c'est de Fiscal Combat dont tu parles, mais il y avait ce jeu, j'avais vu Manon Aubry le partager où tu secoues effectivement des. C'était Manon Aubry qui était tête de liste pour les européennes en 2019, donc ils avaient remis au goût du jour, je crois, Fiscal Combat, où tu la voyais se faire les poches aux grands eurocrates. Exactement. En termes de game design, c'est rarement dingue. D'où la difficulté en même temps, ils n'ont pas les moyens non plus, ni le savoir-faire. Ils auraient peut-être besoin de cabinet de consulting. Ouais, c'est pour ça que je parlais un peu de gros sabots, c'est que souvent c'est plus un prétexte, c'est un contexte, on va dire regardez, on s'intéresse aux jeux vidéo, on l'utilise, plus qu'une vraie démarche, je trouve, profonde, quoi. Est-ce que tu as grandi dans un environnement familial notamment où la politique était présente ? Pas vraiment. Ça parlait pas de politique à table ? Pas plus que ça ? Non, ou alors c'était vraiment à des instants précis. Disons que mes parents sont assez fâchés avec la politique. On sent que c'est quelque chose qui leur plaisait pas. Il y avait cette vision du un peu, de toute façon, tous pourris, ils en ont rien à foutre de nous, ils pensent qu'à eux, donc pourquoi leur accorder vraiment du temps ? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété avec ma perception quand j'étais jeune au sein de ma famille. Et la politique, finalement, ça ressortait quand on tombait sur les guignols de l'info. Le JT, on regardait pas. Tout simplement, c'était s'infliger de la souffrance. C'était dès qu'il y avait le JT, au final, ça déclenchait des réactions plus d'énervement que vraiment une envie de s'intéresser à ce qui se passe. Je pense qu'il y avait peut-être cette volonté de se préserver un petit peu. Et autant les guignols, ça va parce qu'on peut en rire. Et finalement, on retourne un petit peu le pouvoir en se moquant des gens qui, peut-être au quotidien, nous oublient un peu. Je pense que c'était un peu comme ça que c'était chez moi. Ils ont réussi à te transmettre ça, tes parents, cette fâcherie, ou toi tu as pris ton indépendance plus tard et tu as commencé à t'y intéresser ? En fait, pendant très longtemps, moi j'étais un peu comme eux. Pour moi, la politique, c'était un truc de gens en costard qui passent sur des plateaux télé. Et, j'étais assez naïve pour moi. Dès que quelqu'un parle sérieusement et bien habillé à cette époque-là, c'était genre, il doit savoir ce qu'il dit, il doit dire des choses vraies et intéressantes. Mais j'étais pas. En plus, t'arrives pas à identifier c'est qui, il est de l'opposition, la majorité, on sait jamais. J'étais vraiment pas renseignée, les partis, les machins. Pour moi, ça me passait au-dessus. Vraiment, je m'y intéressais pas du tout parce que je pensais que c'était pas pour moi, que c'était vraiment quelque chose. En fait, c'est la politique très partisane. J'avais pas conscience de ce que c'était la politique en vrai. Et ça, c'est venu plus tard quand j'ai grandi, quand j'ai quitté le cocon familial, que j'ai commencé à faire mes études. Et c'est par le biais du féminisme, en fait, que je me suis intéressée à la politique. Ah ouais ? Parce que ça t'a touché directement ou parce que t'as des copines ou parce que... Ça m'a vraiment touchée directement. Au début, moi, j'étais anti-féministe. Je voulais être cette fille qui n'est pas comme les autres filles. Moi, je suis cool, je m'en fous, je suis pas prise de tête, nanana. Et puis, quand j'ai fini par ressentir au quotidien... Pardonne-moi le terme, mais que je faisais bien bolosser par la vie en général. Je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi je me sens mal ? Pourquoi, par exemple, dans mon école de jeux vidéo, je suis en minorité et je me sens mal comme ça ? Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le problème. J'ai peut-être juste pas d'humour. Je suis peut-être juste un peu trop timide. Et je ne sais plus par quel biais exactement, mais je crois que c'était à l'époque du Gamergate. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça a été... Je pense qu'il faut que tu reprécises à pas mal de gens qui ne voient pas à quoi on fait référence. Le Gamergate, c'était quoi ? Je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, c'était une époque où le jeu vidéo a été vraiment secoué par l'arrivée, disons, de discours féministes et qui commençaient à dire on en a marre d'avoir tout le temps les mêmes représentations de femmes dans les jeux. Il y avait aussi beaucoup de haine dirigée envers des femmes du milieu du jeu vidéo, que ce soit des journalistes ou des développeuses. Il y a eu vraiment une espèce d'énorme mouvement réactionnaire, et c'était dans les années peut-être 2012, 2013, c'était dans ces eaux-là. Et moi, j'avais vu une vidéo à l'époque de Annika Sarkeesian, je ne me rappelle plus exactement son nom, mais qui avait fait toute une vidéo pour dire regardez le cliché de la demoiselle en détresse dans le jeu vidéo.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même un schéma qui se répète. Je me souviens de cette vidéo, elle était incroyable. Et pour l'époque, en fait, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais elle a raison, en fait. Il y a un vrai problème. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser par ce biais-là. Et ensuite, ça a un peu tout ouvert parce que je pense que c'est lié aussi avec mon intérêt professionnel. C'est-à-dire que le game design, c'est s'intéresser au système. C'est des systèmes de jeu. Ouais. Et là, quand j'ai découvert le système patriarcal, ce que ça impliquait, j'ai vu les ramifications, j'ai vu les autres systèmes d'oppression. Donc là, c'est et la game là, designer qui s'est dit, en fait, il y a un système de il y a un système il qui y est a des là. lignes de code, là, ça se voit. C'est ça. C'est la matrice qui apparaît pour la C'est première un fois. peu la matrice. Ok, on est Et quand j'ai D'accord. compris tous ces embranchements, comment tout se recoupait, là, je crois que ça a été mon éveil politique et que j'ai compris que j'avais un intérêt à m'y intéresser pour pouvoir m'émanciper, en fait, et pouvoir mieux vivre ma vie, en l'occurrence en tant que femme, parce que ça n'a pas toujours été facile, et puis pour aussi aider mes amis, mes proches, et voilà, avoir une vision plus globale, quoi. Léa? Et cette prise de conscience politique a débouché, j'imagine, sur une forme d'engagement. Et comment elle se traduit chez toi, concrètement, dans les faits au quotidien Alors aujourd'hui, j'avoue que j'ai un peu levé le pied, mais quand j'étais vraiment dans le début de ma vingtaine, j'étais sur les réseaux, je me suis intéressée un petit peu à Twitter et j'ai pu être éduquée par le travail de militantes qui activement passaient du temps à noter plein d'informations, donner plein de ressources, et j'ai fini par rejoindre une association orientée jeux vidéo et inclusivité qui s'appelait le RIJV. Et le but, c'était de faire découvrir le jeu vidéo et les outils du jeu vidéo pour le rendre accessible au plus grand monde, en fait. Que voilà, les personnes qui sont considérées comme des minorités politiques, donc ça peut être basé sur le genre ou voilà, sur l'ethnie ou le handicap. Et moi, je m'étais engagée à fond là-dedans. Mais je me suis un peu cramée très vite. Je pense que ce que j'ai fait, c'était une sorte de burn-out militant où je venais de tout découvrir. J'avais la haine, je voulais faire des choses bien, je voulais essayer de... Tu t'es turbo-engagé, tu t'es cramé. Ouais, je me suis cramée. Et ça m'a un peu vaccinée de ça, de l'engagement. Donc, je le fais toujours. C'est-à-dire que je considère que dans la manière avec laquelle je m'exprime de temps en temps sur les réseaux, dans ce que je vais retweeter, la façon dont je vais parler politique avec d'autres personnes que je peux rencontrer, je vais le faire un peu plus au quotidien de manière éparpillée. Mais les gros engagements, j'en fais de moins en moins parce que c'est vrai que ça me fatigue beaucoup émotionnellement et en fait, il faut qu'on se relaie. Ça ne peut pas être qu'une seule personne qui porte tout sur ses épaules. C'est une grosse responsabilité. Mais qu'est-ce qui te fatigue vraiment émotionnellement? Tu te prends des vagues de harcèlement? C'est des choses qui sont arrivées? Il y a eu plusieurs choses. C'est une anecdote que j'aime bien sortir, mais qui m'avait un peu choquée. C'était sur un sujet que je ne pensais pas si grave que ça. Ouais. Mais c'était sur Twitter où un jour, j'ai vu beaucoup de haine envers les livreurs Colissimo parce que tout le monde disait « Non, mais c'est vraiment des gens qui font mal leur travail exprès. C'est des connards. J'ai toujours mes colis, c'est n'importe quoi. » Et moi, je disais, et peut-être que leurs conditions de travail leur imposent une cadence intenable, et c'est pour ça qu'ils balancent les colis par-dessus le portail. C'est parce qu'ils n'ont même pas le temps de s'arrêter, de sonner. Et alors là, j'ai ouvert la porte des enfers, c'est-à-dire que toutes les 30 secondes, j'avais un message qui m'insultait pour me dire que... j'étais la pire des connes, qu'ils souhaitaient que tous mes colis arrivent cassés chez moi. Terrible menace, bien sûr. Ah bah ouais, t'as dû que je ne souhaite à personne. Très, très dur. Mais en fait, c'est ça. C'est un peu ces réactions épidermiques où... J'en ai marre d'être dans le conflit perpétuel, quoi. Du coup, je m'assagis un peu. Ça s'appelle Twitter, ça aussi. Je oui, je connais. Mais je vois ce que tu veux dire, Ouais, parce que tu désignes effectivement l'hystérisation du débat. On voit de quoi on parle. Merci en tout cas pour ce que tu dis, parce que au-delà de trouver ça hyper intéressant, je trouve ça même beau, tu vois, que ton engagement vienne par ça. Et le burn-out militant, on n'en parle pas très souvent, mais c'est quelque chose qui revient très souvent. On est plein de bonnes intentions, on a envie de se battre, mais la fibre militante, au fond, la fibre de l'engagement, elle disparaît jamais vraiment. Ouais. Moi, parce que c'est vrai que je suis un petit peu loin de ce monde-là. Je suis un joueur de jeux vidéo, mais en surface. Est-ce que sur l'inclusivité dans le monde du jeu vidéo, est-ce qu'on régresse, est-ce qu'on avance selon toi? Enfin, je veux avoir ton avis là-dessus. Je pense qu'on progresse. Mais c'est très lent et c'est un peu de faux semblant. Il y a des initiatives qui sont nées ou c'est encore en surface
En fait, c'est vraiment le milieu associatif, je Ok. trouve, a vraiment changé les choses. Je pense notamment à Women in Games, qui a vraiment fait un énorme travail de sensibilisation, qui a fait beaucoup d'événements et qui a aussi dialogué avec les studios eux-mêmes pour leur dire, écoutez, il faut recruter. Il ne faut pas juste recruter, il faut garder en fait Il y a les femmes il qui y a un viennent. syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu Ouais, vidéo aussi, le le STJV, Ouais. tout à fait, qui s'est mis en place et qui aide sur toutes sortes de questions. Donc concrètement, il se passe des choses et il y a eu voilà, aussi pas mal d'affaires, d'articles qui sont sortis sur du harcèlement au sein des entreprises qui ont ramené le débat sur la table. Après, voilà, je ne veux pas la jouer team pessimiste, mais moi, je trouve que les paroles, c'est très bien. Voilà. Maintenant, j'attends des faits, des actes, des chiffres qui montrent que, OK, on a compris, vous êtes tous pour dans l'idée. Maintenant, il faut le mettre en place. Et je suis un peu plus réservée sur cet aspect. Je trouve que ça s'améliore un peu, mais bon, ça reste un peu faiblard. Ouais. Est-ce que tu suis l'élection présidentielle, Lola ? Ouais. C'est vrai, tu la suis comment ? Tu lis des articles, tu regardes des vidéos, tu regardes Baxi Je regarde pas tout ce qui traîne, mais je regarde un petit peu ce qui passe sur Twitter, sur les réseaux, globalement, pour prendre un peu la température. Je vais pas rentrer énormément dans le détail, mais je regarde un peu ce qui se dit, qu'est-ce qui se détache. Et alors, tu la vis comment, cette campagne ? Mal. Ouais. Ouais. Franchement, elle me fait bader, cette campagne. Je trouve que... Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une campagne te plaise ? C'est un candidat ou plusieurs candidats ? Non, ou ce qu'il un faudrait, renouvellement ? c'est... Je vais utiliser des grands mots, mais un peu d'espoir que ça aille mieux après. Ouais, Moi, je trouve que là, on nous propose pas bien ou pas bien. Alors, tu veux quoi ? Moi, j'aimerais bien, en fait, je vais dire les termes, je veux que la gauche revienne. Un peu, quoi, qu'on respire. J'ai trouvé que les dernières années ont été d'une violence, mais qui fait vraiment mal de voir que les débats ont été gangrénés par des discours vraiment d'extrême droite. Je trouve qu'il y a eu des choses qui se sont dites ultra islamophobes, racistes, et que ça passe maintenant. Il y a des trucs qui passent, moi, ça me... Voilà, je suis désolée, je suis un peu à chaud, mais moi, ça me choque, et je suis choquée que ça choque pas plus, qu'on s'y soit habitué. J'arrive pas à m'y faire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est... Moi, je mise pas tout sur l'élection. Je pense que l'élection, c'est une bonne chose pour cadrer un petit peu les moyens d'action qu'on va avoir ensuite en manif, en débat, pour faire passer des lois différentes, pour en fait aussi rendre la rue un peu aux gens, parce qu'aujourd'hui, quand on voit à quel point ça se passe mal, voilà, les manifs, moi, ça me fait peur, et ça me fait je culpabilise, mais moi, j'ose pas y aller, en fait. Non, mais t'es pas la seule. Je suis terrorisée c'est maintenant. le niveau de violence dans les manifestations. Et c'est pas normal. On devrait avoir le droit de manifester. On devrait avoir le droit d'exprimer nos idées. Et actuellement, je trouve que, voilà, ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, ça a tout flingué, quoi. Et c'est ça qui me déprime un peu, ouais. Écoute, je sais pas si ça va te donner du baume au cœur, mais on va passer au quiz à la con. Ah ça c'est bien.